for something that will never come. Love for real, yeah. I just look through the window, watch some people pass by. Just not like me around. Everyone feels sorry for me, but I say better like this. Who said that is the life that I'm supposed to live? It wasn't me. There's gonna be a long day just without you. My life seems to lose any sense. It's a funny thing, complain about this. Now that you are away from me, oh my God, I'm worrying too much. Will I ever stop? Will I resist? It's gonna be a long day just without you. My life seems to lose any sense. It's gonna take a long time. Trying to forget you, I'm waiting for another chance. C'est incontournable, une entreprise aura beau avoir les meilleurs produits du monde, sans vendeurs pour les commercialiser, elle court bien sûr à sa perte. Alors pourquoi recruter des distributeurs est-il si difficile pour une société de vente directe? Explication. Recruter est si difficile que cela? Alors par expérience, je serais tentée de dire que non. La très bonne nouvelle du jour, c'est de dire qu'effectivement, lorsqu'on a un bon discours, lorsqu'on a une offre client ciblée, un bon produit, oui, bien sûr, tant qu'à faire, on prend. Effectivement, les entreprises, une fois qu'elles sont formées, coachées, en tout cas la personne en charge du recrutement, lorsqu'elle est capable d'avoir les mots qui font mouche, on recrute assez facilement. Sur le recrutement, il y a un chiffre qui date de 2006, mais il est assez vrai. Il y avait une étude qui avait été faite à la demande de la fédération par la Sofres, et on avait interrogé un panel de Françaises représentatives des femmes en âge de travailler. Et on avait dit que lorsqu'on leur posait la question de la vente à domicile et qu'on décrivait un peu ce que c'était, on avait trouvé un potentiel d'1 200 000 femmes qui, globalement, auraient pu faire ce métier, sans problème. Et on avait trouvé un potentiel 2 ou 3 fois supérieur pour faire hôtesse au passage. Donc ça veut dire que les points de vente ne manquent pas et les vendeuses ne manquent pas. On nous demande à la fois un statut, un salaire, aucun investissement, alors ni en argent ni en temps. Il faudrait tout donner à des personnes qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas et on ne donne pas de rémunération fixe, ni pour une nouvelle recrue, ni pour quelqu'un qui est là depuis 2-3 mois, même si elle a fait ses preuves pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance ne serait pas, parce que nous, c'est ce qu'on nous demande systématiquement dans la prospection de recrutement, est-ce qu'on ne se doit pas de donner un fixe ou un minimum de fixe? C'est une question qu'on nous pose tous les jours, la question du salaire fixe. On n'en a pas dans nos réseaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gens qui sont très bien payés. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à mettre des fixes, vous êtes obligé de lisser, vous êtes obligé de lisser les choses et donc de mal payer les gens qui réussissent. Si la personne décide de rentrer chez nous, elle va adhérer au plan de commissionnement que je propose et dont je suis très fière. Ça, c'est aussi très important, vous, en tant que chef d'entreprise, et vous êtes un réseau assez jeune, donc il faut effectivement bâtir des succès, des gens qui aient des succès. Donc je pense qu'il faut dire la vérité, il faut écrire les choses clairement, et il faut surtout être totalement convaincu par le plan de commissionnement qu'on propose. Si vous n'êtes pas totalement convaincu, il faut le changer. Le choix des outils mis en place dans l'entreprise est primordial. Des documents sérieux, des informations claires, une communication efficace. Et il faut effectivement que le plan de marketing offre des perspectives aux personnes qui rejoignent, qui soient vraiment des perspectives qui soient visibles et qui me donnent l'ambition de créer ma structure, de créer mon équipe, d'aller de l'avant. Et malheureusement, trop souvent, je vois des plans de commissionnement, parce que ce n'est pas des plans de marketing, dans lesquels le souci est d'abord de pousser à la vente. Et puis après, on met 3%, 2%, 4% sur l'équipe. Et puis voilà. Alors qu'en fait, il faut avoir un plan de marketing qui, effectivement, à la lecture, permette à une personne de se dire « moi, j'ai l'ambition
d'aller bien au-delà de ça. Alors ça c'est me semble-t-il, le premier passage. Le deuxième, il a été cité, c'est que l'entreprise est une histoire à raconter. Il ne suffit pas que les produits soient ceci, soit cela. Il faut qu'il y ait véritablement une histoire de vente directe, y compris la personnalisation des dirigeants, y compris, pourquoi pas, autre chose, mais qu'il y ait quelque chose qui fasse que moi qui vais rejoindre cette entreprise, je vais me mobiliser parce que je suis complètement associé à cette histoire et cette histoire me plaît, elle me convient et je veux en être porteur. On parlait de la communication et c'est tellement vrai. Il ne faut pas oublier, c'est un élément essentiel qui intervient souvent dans les débats ici, c'est l'environnement social. On a beau essayer de mettre tout le cœur dans le recrutement, il ne faut pas oublier que le soir, la personne rentre chez elle, qu'elle va partager ce moment avec son conjoint, sa famille, ses parents parfois. Et s'il n'y a pas derrière un beau discours, s'il n'y a pas derrière cet événement souvent émotionnel qu'est le recrutement, quelque chose de concret qui puisse rassurer l'environnement social, très souvent, c'est destructeur et ça tombe à l'eau. Moi, je suis hyper convaincue de la communication. Ça suffit pas, évidemment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, chez Dermans, ça nous a beaucoup aidé. Et alors, même pour un jeune réseau, je vais vous prouver qu'on peut aussi le faire sans énorme budget, en fait. Évidemment, c'est idéal quand on peut avoir les services d'une agence. Mais pour notre part, on a commencé tout simplement... Moi, je suis pas du tout une spécialiste de la communication. On a rédigé des communiqués de presse et puis on les a diffusés très largement sur une base de journalistes que des amis nous avaient fournis. Ça nous a coûté 0. Et ça a eu pour conséquence d'avoir des retombées dans des magazines, d'abord sur Internet, puis après dans des magazines. Et effectivement, ça nous a beaucoup aidé parce que ça a fait parler de nous, ça commence à créer une revue de presse et au fur et à mesure, ça crée... Voilà. Une fois la question des outils de développement du réseau réglée, penchons-nous sur la prise de contact. Car tout le monde se pose cette question. Au départ, où trouver les recrues dont l'entreprise a besoin pour croître ? C'est vrai qu'on investit beaucoup de temps dans des forums Pôle emploi où on passe des après-midi à voir plein de monde qui cherche des compléments par rapport à des aides qu'ils ont déjà de l'État, faut être honnête, ou qui vous demandent tout de suite 2000 € de rémunération avec la mutuelle et puis des tickets restaurants, qui arrivent d'ailleurs en tongs et en short. J'ai vu ça sur les forums de l'emploi. Donc la question, c'était de savoir effectivement, est-ce que ça vaut le coup de capitaliser encore sur ce genre de choses-là en tant que jeune réseau, plutôt que de s'appuyer sur des gens qui ont déjà un petit peu cette expérience-là et justement de profiter un peu de leur expérience déjà, de savoir ce que c'est la vente en direct, sans être obligé d'être à la bataille constante avec un problème de motivation de ces personnes-là qui ne veulent pas travailler finalement, quoi. Ce que dit Madame est tout à fait exact, c'est-à-dire que lorsqu'on crée une société de vente directe, on se donne quand même le maximum de chances en essayant de trouver quelques professionnels. Parce que si on prend que des personnes ne connaissant rien à la vente directe, et surtout si on les trouve géographiquement éloignées, ça devient un casse-tête épouvantable. Par contre, en plus, le fait de trouver une professionnelle de la vente directe en dehors de votre secteur, de votre département, de votre région, vous permettra de créer un noyau autour duquel vous allez pouvoir développer un réseau. Donc ça, c'est important. On parle de distributeurs qualifiés. Attention, un distributeur qui vient d'une société X ne sera pas forcément performant dans la société Y. Attention aussi, on a des dirigeants qui changent complètement le plan de commissionnement par rapport à ces profils soi-disant qualifiés. Et les déconvenues sont nombreuses. Ça emmène loin. Donc faire et défaire coûte cher à l'entreprise. C'est vrai qu'il vaut mieux réfléchir avant à avoir une vraie politique commerciale, une stratégie de développement, planifier un système d'action pour justement ne pas se retrouver face à ces difficultés. Parce que vaut mieux avoir quelqu'un qui connaît pas le métier et de venir vraiment se mouler avec notre ligne commerciale et puis de venir l'habiller comme on veut et venez comme vous êtes et puis on vous moulera à la façon chez nous des Duncook. Voilà. Quelles sont les expériences des uns et les autres en la matière sur le nombre de marques maximum qu'une VDI peut représenter? Bon, le VDI multicarte, c'est-à-dire le VDI qui vend plusieurs produits, c'est pour plusieurs sociétés, c'est très fréquent. Et je dirais qu'à ce niveau, la limite, c'est la limite de son temps. Parce que le plus précieux, et en particulier, je fais référence à la vente par réunion, c'est les hôtesses. Donc les hôtesses, VDI va venir la voir avec différents produits, ce qui lui donnera différentes réunions. Rendez-vous. On ne peut pas demander une exclusivité à un VDI. Non, pas du tout. Le VDI est un indépendant et peut travailler pour autant d'entreprises qu'il le veut. Par contre, on constate très souvent que quand la VDI
monte dans la hiérarchie de la société, devient leader, manager. Là, elle va s'impliquer de plus en plus dans une société et il est rare de voir des personnes au sommet, quelque part, des réseaux travailler pour plusieurs réseaux. Mais il ne suffit pas d'attirer les potentiels vendeurs. Encore faut-il qu'ils conviennent au profil recherché. Mais au fait, doit-on sélectionner les candidats? Personnellement, au bout de 20 ans, je ne sais pas reconnaître une personne, quand on la recrute, une personne qui va réussir. Je ne sais pas, et je trouve que c'est de la responsabilité de l'entreprise, du chef d'entreprise et de chaque acteur de l'entreprise de former et de donner parfaitement l'ensemble des messages aux personnes rencontrées. Le chef d'entreprise, il doit, quelle que soit la taille du réseau, être tout le temps extrêmement dynamique et extrêmement présent. Parce que c'est vraiment le management par l'exemple. Et moi, en tant que chef d'entreprise, quand je rencontre une femme nouvelle, je lui parle des opportunités de carrière chez Nutrimetix, qui sont immenses chez Nutrimetix. Ensuite, le chef d'entreprise, il ne peut pas faire ça tout seul. Donc je crois que très très vite, même sur des très jeunes réseaux, il faut absolument déployer ses forces et avoir un nombre de personnes conséquent pour recruter. Le principe de la vente directe, c'est de ne pas faire de sélection. C'est-à-dire que toute personne qui veut vous rejoindre doit être la bienvenue. Vous ne lui demandez pas une expérience de vente, vous ne lui demandez rien, c'est à vous de lui faire acquérir cette expérience. Il y a la sélection, on en parle, toujours ce curseur entre la quantité et la qualité. Et je dis très souvent, je l'ai dit encore en préambule tout à l'heure, et je le dis à mes managers régulièrement, si je devais recruter les 10 premiers vendeurs de la société, le ferais-je si j'appliquais la sélection? Je suis certain que non. Il y aurait des personnes, voilà, par parti pris, je dirais non, un tel et un tel ne rentrera pas dans mon réseau. Quelle erreur! Le recrutement, c'est une histoire de confiance, je pense. Donc, comme le disait Jean-Christophe, on est vraiment sur une promesse d'autonomie et on est aussi sur une promesse d'engagement lors d'un recrutement. Donc on ne doit pas assister, mais on doit bien effectivement travailler et imaginer une relation de confiance pour pouvoir s'engager. Moi, personnellement, je confie de la marchandise d'une certaine valeur et je ne peux pas, pour le bienfait du développement de mon entreprise, confier cette marchandise à quelqu'un en qui je n'aurais pas confiance. Nous, on est une petite entreprise, comme un certain nombre autour de cette table, et nous, on fait la sélection parce qu'on n'a pas le temps et la capacité de s'occuper de tout le monde. La sélection qu'on a choisie, c'est de dire toute VDI qui veut démarrer chez nous a un minimum de 10 déjà rendez-vous. Donc on rencontre beaucoup de personnes et on lui dit écoutez, on veut bien signer un contrat avec vous, mais réfléchissez d'abord à avoir un certain nombre de rendez-vous et on démarre comme ça. Voilà, donc on fait une sélection parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas s'intéresser à tout le monde. Oui, mais ça me paraît une solution, peut-être 10 c'est beaucoup, j'en sais rien, ça c'est à voir, mais ça me paraît une assez bonne sélection. Mais l'autre formule aussi, c'est de dire finalement, commençons par développer le réseau dans une région atteignable, où les gens puissent nous rejoindre à notre bureau ou dans un endroit où on va pouvoir les former. On ne sélectionne pas ou peu, on soigne ses documents, on offre des perspectives attractives, on favorise le recrutement interne par le biais du parrainage. Voilà le mode d'emploi. Pas un remède miracle, mais des pistes pour vous aider à avancer. Que manque-t-il? Internet, bien sûr, outil devenu incontournable en matière de recrutement en vente directe. En ce qui concerne une jeune marque qui se positionne, ça dépend du positionnement quand même, prix et de l'image de marque qu'on veut donner de sa marque, on est obligé parfois quand même de faire une certaine sélection. Ne serait-ce que si votre produit est assez cher, si vous allez dans certains niveaux sociaux et que vous recrutez une conseillère qui autour d'elle n'a que des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer votre marque, forcément vous la mettez dans une situation, vous lui vendez quelque chose qu'elle n'arrivera pas à développer derrière. Au départ, on voulait des personnes qui représentent bien la société, des belles femmes, des grandes, assez jeunes, dépassées un certain âge, au-delà de 30 ans, c'était pas bon. Puis Valérie est arrivée et dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous !» Et donc c'est vrai qu'on a revu notre point de vue. Et maintenant, on a 20 ans jusqu'à 60 ans, et des grosses, des grandes, des petites, et qui peuvent parler aussi de bien-être et de plaisir du couple, de la même façon que tout le monde. Et vraiment, on a augmenté le réseau. Un petit mot sur Internet, puisque nous avons un site où nous proposons 3 métiers
conseillère de beauté, esthéticienne et coiffeuse, là n'est pas le sujet. Mais c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai en tête que sur le premier trimestre de l'année, il y a eu énormément de candidatures, c'est vrai, mais par le biais de ces candidatures, ça a représenté environ entre 20 à 23% de nos contrats signés sur cette même période. Ces nouveaux médias sont formidables pour communiquer, mais, et peut-être pour former plus tard, mais toujours est-il que plus on a la capacité de leur dire des choses à distance, moins ils sont motivés pour venir dans la place. Donc on a les réseaux sociaux, on a la vidéo, on a le son, on peut faire plein de choses, mais l'intensive ne se fait que quand les gens se rencontrent, quand ils peuvent partager les expériences, voir d'autres personnes qui réussissent, etc. Et donc comme convenu, on vous laisse la possibilité de continuer à échanger, de bavarder, d'échanger des cartes.